Merci à tous, chers Pérignanais, chers amis. Je ne sais pas comment je vais faire pendant 1 heure, mais j'ai déjà beaucoup soif. Donc je me permettrai de faire quelques pauses de temps en temps. Alors malgré les difficultés de déplacement, en janvier 2024, vous aviez été particulièrement nombreux à venir partager ce moment de convivialité et d'amitié. Cela avait été un moment de partage exceptionnel, un moment de réjouissance comme mes élus et moi ne l'imaginions même pas. Vous êtes à nouveau ce soir très nombreux, encore plus nombreux, et je vous en remercie car votre présence massive prouve une nouvelle fois votre attachement à notre commune et à son avenir. Parmi nous ce soir également, de nombreux représentants des institutions avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Madame la vice-présidente du département de l'Aude, chère Séverine, monsieur le conseiller départemental et maire de Vinassan, cher Didier, monsieur le président du Grand Narbonne, maire de Narbonne, cher Bertrand, monsieur le maire de Coursan, cher Édouard, monsieur le maire d'Armissan, cher Gérard, monsieur le maire d'Ouveillan, également, cher Jean-Antoine, j'ai oublié le maire de Cuxac, excuse-moi, bienvenue. Merci également, je ne sais pas si j'en ai oublié, je ne les ai pas tous vus, mais merci également donc aux élus, parce que j'en ai vu qui représentent les maires excusés et que j'ai vu passer. Je pense notamment à Dylan Taboni, élu de Port-la-Nouvelle, qui représente Henri Martin, Lise Fournier, première adjointe de Montredon, Rabazi Wish, également première adjointe de Moussan. Et merci à tous les autres élus que j'ai oubliés de citer. Sébastien Plat, notre sénateur, qui est là chaque année, malheureusement, m'a demandé de l'excuser, il est souffrant. Chers Pérignanais, la présence en tout cas de tous ces élus ici ce soir à Fleury est à nouveau et une magnifique illustration du travail collectif que nous menons ensemble depuis plus de 4 ans désormais, une démonstration de nos concordances sur les orientations que nous donnons à notre territoire ainsi qu'une preuve de la cohérence de nos actions. Ensemble, l'action publique fait sens. Chers élus, votre présence symbolise notre cohésion, notre force.
Aller dans le même sens, c'est aller dans le bon sens. Merci sincèrement à tous d'être ici ce soir. Votre présence est aussi une belle preuve d'amitié. Merci à vous. Merci également au major Valette, nouveau commandant de gendarmerie de Gruissant, qui a succédé au major Vison et à qui nous souhaitons la bienvenue et une bonne prise de fonction officielle. En réalité, il a déjà goûté aux joies de notre territoire puisqu'il officie de fait depuis bientôt 6 mois. J'espère en tout cas, major, que cela vous aura convaincu d'avoir fait le bon choix lorsque vous avez accepté ce poste. Merci également au lieutenant Nicolas Boyer, chef de centre des sapeurs-pompiers de Fleury, avec qui nous travaillons aussi étroitement. Et je remercie également vivement pour cette précieuse collaboration et merci aussi à nos pompiers qui l'accompagnent et qui sont nombreux ce soir. Merci également à nos membres du comité communal des feux de forêt qui déploient une action préventive importante, indispensable et bénévole sur notre commune si sensible et si exposée aux incendies. Merci également à tous les représentants des corps constitués ici présents. Merci aux entreprises, à ces représentants avec lesquels nous travaillons régulièrement. Merci enfin aux associations nombreuses sur notre commune et ô combien indispensables. Merci encore à tous pour votre présence, merci pour votre soutien au quotidien et merci pour votre amitié. Merci beaucoup. Je vais vraiment avoir beaucoup de mal ce soir, je pense. Alors, depuis qu'en juin 2020, vous nous avez confié la responsabilité de conduire la commune, et ce jusqu'en 2026, vous le savez, nous n'avons eu cesse, en tant que citoyens représentant vos intérêts, de poursuivre 2 grands objectifs. Préserver d'une part, embellir d'autre part. Je voudrais ici illustrer combien ces 2 mots ne sont pas simplement 2 jolis mots. Je voudrais ici vous rendre compte de ce que ces 2 mots sont bien des mots réfléchis, pleins de sens, je dirais même de bon sens. Des mots derrière lesquels nous avons décliné depuis plus de 4 ans désormais, avec toute l'équipe municipale, toutes nos actions au profit de la commune, au profit de l'intérêt général. Préserver tout d'abord, nous avons considéré que préserver, c'était en premier lieu préserver l'unité communale, la garantir, la consolider même. La particularité de Fleury, avec ses 3 pôles urbains, est une force de caractère et non une faiblesse. Vous le savez, et je ne m'attarderai donc pas sur ce sujet, c'est au travers de la marque de territoire Côte Indigo que nous avons ainsi consolidé notre unité. Pas question, évidemment, je le rappelle, de gommer chacune de nos identités. Fleury reste Fleury, Saint-Pierre reste Saint-Pierre et les cabanes restent les cabanes. Il s'agit uniquement de disposer d'un nom chapeau, d'un nom qui embrasse les 3 entités et qui englobe nos 5200 hectares de massifs et de vignobles de la Clappe. Nous avions nos histoires, nos traditions, nos à côté, en vivant tous à proximité. Et nous avons décidé de nous rapprocher, de nous unir, pour écrire tous ensemble notre histoire. Découvrez le nouveau récit de notre territoire, celui de Fleury-d'Aude, de Saint-Pierre-la-Mer et des cabanes de Fleury. 3 visages, 3 expériences qui se croisent et se retrouvent pour ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Ce territoire a une couleur, une âme, un nom. Côte Indigo. Alors un nom pour préserver notre unité, mais pas seulement. Car un nom n'est jamais qu'une coquille vide si nous n'y mettons pas quelque chose de cohérent derrière. Un nom donc, mais aussi un engagement adapté au message d'unité porté par ce nom. Cet engagement, c'est celui de mieux répartir les investissements entre les 3 secteurs, en fonction des besoins, avec l'intention systématiquement de grandir ensemble. Je n'ai pas dit de grossir ensemble, mais bien de grandir. Hors de question
de poursuivre une stratégie de croissance démographique effrénée, bien entendu. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons mis un terme définitif, dès notre arrivée, après vous en avoir consulté, à la ZAC du Moulin, qui prévoyait d'un seul tenant, plus de 14 hectares d'urbanisation et 300 logements, sans maîtriser les conséquences de cet apport massif sur les infrastructures et la vie sociale. Le projet de PLU prévoit, lui, un maximum de 7 hectares d'urbanisation, et ce, sur une période d'au moins 10 ans. L'idée est de préserver notre identité rurale, de ne pas tomber dans ce travers de l'expansion non maîtrisée qui ferait de notre commune une commune urbaine. Nous tenons à notre identité rurale. C'est en tout cas en agissant de concert sur les 3 entités de la commune que nous avons développé un sentiment de prise en considération qui n'est jamais que l'antichambre du sentiment de cohésion et d'unité. Voilà ce qu'est pour nous grandir ensemble. Préserver notre unité, donc, mais préserver, c'est aussi préserver notre environnement. À cet égard, nous avons continué à déployer le plan d'entretien raisonné des plages, co-signé avec l'État, le Conservatoire du littoral et la communauté des communes, la Domicienne, compétente sur les zones humides des étangs. Cet accord prévoit de limiter au strict nécessaire l'entretien mécanique et privilégie le maintien sur place des bois flottés sur les plages non urbaines. Au titre de la préservation de l'environnement, nous avons également adopté cette année la carte de préfiguration du recul du trait de côte qui mesure l'impact du réchauffement climatique sur nos plages à 30 ans, notamment, et qui va permettre désormais d'anticiper des mesures pour nous protéger. Sachant qu'à 30 ans, hormis la pointe du camping Pisevache, aucune habitation ne devrait être impactée. Nous avons renforcé la surveillance du massif en déployant au niveau du domaine de l'Oustalé un garde du littoral assermenté qui vient l'été en supplément de l'action de la police municipale et des membres du CCFF, dont je souhaite encore ici souligner l'excellent travail bénévole. Nous allons travailler désormais avec l'État pour une extension de cet arrêté dérogatoire qui, nous l'espérons, pourra intégrer le gouffre de l'Œil Doux avec des visites guidées malgré la fermeture de la clappe. Il s'agit là de concilier préservation de l'environnement et attractivité du territoire. Préserver l'environnement, c'est aussi pour nous renforcer la propreté avec des moyens humains et matériels supplémentaires, mais aussi en mettant en place des opérations citoyennes de ramassage des déchets abandonnés en zone naturelle. À cet égard, je remercie tous ceux qui ont pu participer à la précédente édition de ramassage qui a permis de nettoyer les abords de la Draille, mais aussi le pourtour du gouffre de l'Œil Doux et les bords de l'étang de Pisevache. Merci à vous pour votre engagement citoyen. Une autre opération est d'ailleurs actuellement en cours de montage sous l'égide de votre élu délégué à l'environnement, Maïda Lallement. Préserver, c'est garantir notre unité, c'est protéger notre environnement, c'est aussi sauvegarder notre patrimoine. Le patrimoine témoigne de l'histoire, parle des racines. Il y est une garantie de transmission de la mémoire. Nous le savons tous, c'est important de savoir où nous sommes, c'est-à-dire quelle est l'histoire du lieu où l'on vit. Ce n'est certainement pas d'ailleurs les membres de l'association des chroniques pérignanaises, dont je vois, j'ai rencontré plusieurs membres ce soir, qui me contrediront. Je les salue, d'ailleurs je les remercie également pour l'excellent travail de mémoire et de transmission qu'ils effectuent au quotidien. À l'égard de la préservation du patrimoine, donc, après avoir sélectionné un maître d'œuvre local en la personne d'Olivier Bertoli, que je salue également ici, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons prochainement lancer la réfection du moulin de Fleury, afin de lui remettre une toiture et des ailes, et lui redonner ainsi son apparence d'antan. Ce moulin est un témoignage fort, important du mode de vie ancien et traditionnel du village. Et à ce titre, c'est un élément patrimonial auquel nous sommes tous sentimentalement attachés. Alors je suis né dans l'Allier, j'ai fait mes premiers pas dans une ferme, mais finalement, que ce soit un pérignanais d'adoption qui organise la rénovation de ce moulin, et finalement une belle démonstration que personne n'a le monopole du cœur.
Et c'est tant mieux, en vérité, c'est tant mieux que Pérignanais de souche ou Pérignanais d'adoption, nous nous retrouvions ainsi autour de l'amour pour notre commune. Ce qui est le plus triste, en vérité, c'est quand certains voudraient faire croire le contraire et prétendent qu'il faut être né ici, et pourquoi pas de parents eux-mêmes nés ici, voire de grands-parents eux-mêmes nés ici, pour pouvoir aimer Fleury. Pourtant, il me semble que l'amour que l'on peut porter pour la ville ou le village où l'on vit n'attend pas le nombre des générations qui y ont vécu. Il attend juste que l'on soit sincère dans ses actions et dans ses sentiments. C'est mon cas, c'est le cas de tous les membres du groupe majoritaire. C'est le cas aussi, parmi les membres du groupe d'opposition, de ceux qui ont choisi, en conscience, d'apporter leur pierre à l'édifice, qui ont choisi d'être constructifs et non pas destructifs, qui ont choisi tout simplement l'intérêt général plutôt que la poursuite d'intérêts moins collectifs. Ne pas être Pérignanais de souche ne signifie pas qu'on aimerait moins la commune que les autres, c'est certain. Et avec le recul, je dirais même que pour Fleury, c'est même un avantage pour un maire. L'absence de ramifications familiales importantes sur le territoire donne en effet le gage d'une application impartiale des décisions, tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui concerne les mesures d'urbanisme ou les mesures de police. L'amour de notre commune, c'est précisément aussi cela qui nous a décidé de lancer cette année, en 2025, la rénovation d'une des parties de la mairie, sous maîtrise d'œuvre de Madame Albigès, architecte audoise également. Cette rénovation nous permettra de disposer enfin d'une salle de mariage et du conseil municipal digne de ce nom, enfin accessible aux personnes à mobilité réduite. L'hôtel de ville n'est pas seulement le lieu où travaillent les fonctionnaires administratifs de la mairie. C'est aussi un symbole, la marque de l'autonomie, la marque de la décentralisation, l'expression patrimoniale de ce que la commune est, comme on dit, la petite patrie. Fiers d'être Pérignanais, nous devons être fiers de notre hôtel de ville. Il est majestueux, il est beau, il est marqué historiquement par Jules Ferry, avec l'école des filles d'un côté et celle des garçons de l'autre. Mais le bâtiment, comme bien d'autres infrastructures de la commune, était malade. Malade notamment de ses huisseries voilées qui laissaient notamment entrer l'air froid l'hiver. Nous avons donc profité d'une possibilité de recevoir une subvention de 120 000 € de l'État pour refaire les fenêtres. Réfection qui, sinon, aurait coûté 200 000 € à la communauté. Malade aussi de son absence d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Qui sait aujourd'hui que les mariages qui comptent une personne en fauteuil roulant se font actuellement à la banque d'accueil. La prochaine étape de travaux permettra ainsi de transformer l'ancienne école des filles, qui était aussi l'ancienne Alaé, en salle du conseil municipal et donc des mariages avec un accès direct en plein pied de la cour. Cette opération, même si nous ne l'avons pas prévue dans notre programme, nous aurions aimé pouvoir la faire plus tôt dans le mandat. Mais les procédures sont parfois lourdes et chronophages, surtout lorsqu'il s'agit de procéder à des rénovations de sites occupés. À terme, la réfection intégrale de la mairie doit permettre de regrouper tous les services sous un même toit et de libérer des bâtiments actuellement occupés. S'agissant des activités musicales qui se déroulent actuellement dans ces lieux, nous prévoyons de transformer la grange qui se situe derrière le monument aux morts afin d'en faire l'école de musique ainsi que le lieu d'accueil de notre association musicale locale. Une réflexion sera enfin lancée en 2025 concernant la chapelle des pénitents afin de pouvoir faire de ce lieu, une fois réhabilité dans le respect des prescriptions, bien entendu, de l'architecte des bâtiments de France, un outil de dynamisation du cœur du village. Préserver notre unité, préserver notre environnement, préserver notre patrimoine, préserver, c'est aussi préserver nos services publics. 2 nouvelles classes équipées de tableaux numériques, une modernisation de l'outil informatique, le changement de la chaudière de l'école primaire, voici, parmi d'autres, quelques actions que nous avons menées en 2024 avec Laure Saint-Martin, adjointe déléguée aux affaires scolaires, pour préserver le service public de l'éducation.
Après leur avoir construit en 2022 un local adapté et mieux positionné que le précédent, nous avons cette année augmenté la subvention à l'association des jeunes pérignanais afin de leur donner les moyens de faire croître le nombre des participants à leur animation et lutter ainsi contre le désœuvrement de certains de nos adolescents qui peuvent errer parfois tardivement dans les rues du village. Nous ferons prochainement avec les membres de cette association un bilan de cette mesure et adapterons le dispositif en fonction des résultats obtenus. Mais surtout, préserver nos services publics, cela a été de préserver le service public d'accès aux soins. Rappelez-vous, il y a encore à peine 2 ans, Fleury ne comptait plus qu'un seul médecin généraliste à temps complet, et il en allait de même pour Saint-Pierre-la-Mer. À ce propos, je voudrais que nous ayons une pensée pour le docteur Pierre Doridan, qui, après un combat de plusieurs mois contre la maladie, nous a quittés il y a quelques jours. Très apprécié de ses patients, très engagé pour le service public de la santé. Il avait été, par exemple, de 1986 à 2000, avec les docteurs Fabrega et Barre, médecins des sapeurs-pompiers de la commune. Il était aussi un vrai bon vivant. Il avait érigé la liberté et l'indépendance en véritable mode de vie. Son départ est naturellement un vrai choc pour la communauté médicale, mais aussi pour toute la communauté pérignanaise. Toutes nos pensées l'accompagnent dans son dernier voyage. Aujourd'hui donc, grâce à la maison de santé que nous avons construite en rénovation d'une ancienne maison d'habitation, nous disposons de 4 médecins généralistes sur le village et d'1 médecin à Saint-Pierre-la-Mer. C'est votre adjointe, déléguée à la santé, Alexia Casier, qui porte ce dossier. Cette maison de santé, que vous connaissez désormais, puisqu'elle est ouverte depuis plus d'1 an, accueille donc 4 médecins et en accueillera d'ailleurs un de plus courant 2025. Vous pouvez retrouver au sein de cette structure le docteur Aurore Fabrega, qui exerçait depuis plusieurs années déjà sur la commune avant d'intégrer la maison de santé, le docteur Chris Rotter, qui exerçait sur Salle-d'Aude depuis quelques mois avant de faire le choix de déplacer son cabinet de quelques centaines de mètres pour venir sur Fleury, le docteur Alexis Rotter, précédemment interne des hôpitaux, le docteur Marlène Leclerc-Rotter, précédemment interne des hôpitaux aussi, qui exerce à Fleury depuis l'ouverture de la structure. Nous avons également un autre médecin, un dernier docteur Rotter, actuellement interne des hôpitaux, qui intégrera donc également la structure courant 2025. Nous lui souhaitons d'ores et déjà la bienvenue. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous propose de découvrir cette nouvelle maison de santé et ses praticiens. Je souhaitais exercer dans la périphérie de Narbonne et j'ai commencé par travailler un petit peu à Salle-d'Aude, qui est le village juste à côté de Fleury. Et en fait, j'ai entendu qu'il y avait un projet de maison de santé qui se développait à cet endroit-là. Et moi, à côté de ça, je venais de terminer les études et j'avais ma belle-sœur et mon frère qui étaient en train de terminer les leurs. Ça correspondait parfaitement au timing et au moment d'ouvrir la maison de santé, donc on a décidé de se lancer et la mairie a été d'accord avec nous. Travailler dans une maison de santé, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec d'autres professionnels, donc du coup avec d'autres médecins, histoire de discuter des prises en charge pour justement faire valoir un petit peu les opinions et se remettre en question. Ça permet d'être plus confiant, d'être rassuré, de rassurer aussi le patient. Parce qu'en cas d'un léger problème, on est épaulé par les médecins et on arrive à trouver toujours une solution. Il faut travailler avec le podologue, les médecins, échanger sur certains enfants qui nous posent problème ou pouvoir glisser à côté, dans le bureau d'à côté, ce qu'on a remarqué, avoir un point de vue médical. L'avantage pour nous de travailler à plusieurs, c'est déjà d'assurer la permanence des soins pour les patients. Et en étant plusieurs, on peut faire un turnover qui est suffisamment important pour qu'il y ait une continuité des soins corrects et que les patients ne sentent pas lésés. Je pense que c'est important d'avoir des professionnels de santé dans les villages et pas seulement dans les grandes villes. Donc, j'avais pas mal de personnes de la commune qui venaient sur Narbonne, en sachant que j'étais d'ici, mais qui me suivaient sur mon cabinet à Narbonne. Donc quand ils ont su que j'avais le cabinet ici, ils étaient contents de ne plus devoir se déplacer. Il y a pas mal de gens qui s'étaient résignés et du coup c'est vrai que là maintenant c'est un confort quand même non négligeable pour eux et ils sont contents. Ils s'aperçoivent même qu'en fait ils avaient
peut-être mis de côté tout un suivi, voir son médecin tous les 3 mois pour la tension, ils avaient un peu laissé tomber. Maintenant, ils s'aperçoivent que non, c'est sympa d'être un petit peu suivi et de pouvoir être disponible pour eux. Les patients sont très contents de cette nouvelle maison de santé par rapport aux soins de proximité, où on peut quand même avoir des médecins, des paramédicaux. Alors, c'est important pour moi, en tout cas, de travailler sur ma commune. Voilà. Ça reste mon village, de faire vivre mon village et d'apporter des choses ici. Ça me tenait à cœur davantage que je ne me serais peut-être pas lancée ailleurs. Voilà. À Saint-Pierre-la-Mer, c'est le docteur Daguerre qui a rejoint récemment le cabinet de la rue des Poinciana que lui a proposé Madame Gau. Tous ces médecins de la maison de santé exercent en libéral et utilisent simplement les locaux que la commune met à leur disposition, moyennant pour eux la prise en charge des fluides. Voici donc comment nous avons résolu le problème de l'accès aux soins de santé générale sur la commune. Mais la commune avait un déficit sur l'accès aux soins dentaires. Nous avons donc prévu, en rénovant cette maison, 2 locaux pouvant accueillir des dentistes. Je ne vous cache pas que, compte tenu de l'investissement matériel nécessaire à cette profession, cela n'a pas été facile de trouver un cabinet dentaire pour Fleury. Pourtant, nous y sommes arrivés. Très prochainement, 3 dentistes, voire possiblement 4, se partageant les 2 locaux, vont donc intégrer la maison de santé. Il s'agit des docteurs Romain Bataille et Jean Bataille, ainsi que du docteur Jordi Noguera, qui officient déjà en cabinet principal sur Narbonne-Plage et qui ouvriront ainsi un nouveau cabinet sur le village, offrant un accès aux soins dentaires continu 5 jours sur 7. Médecine générale, odontologie, mais aussi podologie, avec la présence de Clément Escande, podologue depuis plusieurs mois sur la maison de santé. Ce jeune homme, l'Espignanais, mais très attaché à notre territoire, a souhaité ainsi, au sortir de l'école, débuter sa carrière dans notre établissement. Et puis, il y a aussi 2 autres professions paramédicales, une activité de diététicienne qui est exercée par Jessica Poux, une enfant du pays qui est aussi engagée, très engagée dans le tissu associatif avec l'association de sauvetage Pérignanais, et une activité de psychopédagogue qui est exercée par Marie Waterloo, que les enseignants, parents d'élèves et élèves connaissent bien pour son activité d'enseignante à l'école primaire de la commune. La maison de santé accueillera enfin dans les mois à venir la pharmacie qui sera construite à l'arrière du terrain. La prochaine étape consistera à améliorer l'accès piéton à la maison de santé, notamment depuis le boulevard de la République. Alors, n'en déplaise aux quelques récalcitrants qui prédisaient l'échec de cette maison de santé, voire qui, dans la perspective des prochaines échéances électorales, s'étaient engagés à user de tout leur relationnel avec le monde médical pour qu'aucun médecin n'accepte de s'y installer, forcé de constater l'échec de ce projet d'intérêt particulier, mais d'autre part, et heureusement pour notre communauté tout entière, la réussite de ce projet d'intérêt général. C'était une promesse forte du mandat, je crois que nous pouvons dire promesse tenue. Préserver les services publics est un combat du quotidien, en vérité, et cela ne concerne pas que l'accès aux soins. Ah, voilà, j'y arrive. Alors, récemment, comme vous le savez, l'entreprise publique commerciale, La Poste, nous a fait part de sa volonté de fermer les bureaux de Fleury et de Saint-Pierre. Ce choix découlerait notamment de la faible fréquentation de ces bureaux qu'ils estiment à 34 personnes par jour en moyenne, à raison de 2 minutes 30 par usager. Et naturellement, de la révolution numérique qui a considérablement réduit les communications par courrier postal. Nous aurions sans doute pu, effectivement, obtenir que La Poste maintienne l'ouverture des bureaux quelques mois de plus, au moins jusqu'en avril 2026, c'est-à-dire au moins jusqu'aux élections. D'autres l'auraient sans doute fait. Mais vous l'aurez compris,
mettre la poussière sur le tapis en attendant que le bail électoral soit éventuellement renouvelé n'est pas notre façon de faire. Regrettant cette situation et ne voulant pas perdre ce service à la population, nous avons préféré, pour notre part, reprendre le service à notre compte et négocier avec La Poste sa sortie, tant que cette entreprise en avait encore les moyens. Nous avons ainsi obtenu une indemnisation de 2 400 € par mois sur 9 ans renouvelables, le maintien du distributeur de billets de Saint-Pierre-la-Mer, la prise en charge de la formation des agents et la création d'un service de dépôt-retrait de colis aux cabanes, soit dans un commerce ou bien à défaut à la capitainerie. Bien sûr, et c'est regrettable, cela va impliquer le déplacement par La Poste des 2 agents qui travaillaient sur ces 2 sites. Cette responsabilité incombe entièrement à son employeur, à La Poste, et la commune, qui est en capacité de réorganiser ses services pour prendre en charge à flux constant ce nouveau service, optimisera le service avec son propre personnel. Pour les citoyens, le service de dépôt de lettres et de colis, le retrait des colis, ainsi que les retraits et dépôts d'argent sur leur compte seront ainsi maintenus. La différence tiendra donc dans le fait que l'agent municipal en fonction pourra ainsi, entre 2 usagers de La Poste, travailler sur l'instruction de dossiers administratifs pour la commune. La Poste a fait le choix de fermer ses bureaux. Nous faisons donc le choix de reprendre le service à notre compte. Voilà ce que signifie aussi pour nous préserver le service public. Préserver l'unité, préserver l'environnement, préserver le patrimoine, préserver les services publics et bien sûr préserver la sécurité des personnes et des biens. À ce titre, sous l'égide du premier adjoint Pascal Moreau, nous avons continué à installer des caméras de vidéoprotection au point stratégique de la commune. Nous avons également renforcé les contrôles de vitesse et de bruit sur la voie publique par notre police municipale. Nous avons maintenu notre soutien technique et matériel au CCFF et allons très prochainement, avec Anne-Marie Baudouvi, et en lien et sous la supervision de la gendarmerie nationale, mettre en place un dispositif de participation citoyenne, plus communément appelé et connu sur le nom de voisins vigilants. Ce dispositif, qui s'appuie sur l'engagement citoyen, vise à disposer de relais de proximité en la personne de citoyens référents, afin de pouvoir diffuser des alertes et des informations et pouvoir récupérer des éléments d'inquiétude sur des comportements douteux, bien sûr suffisamment caractérisés. À cet égard, nous organisons ici même, le mardi 4 février prochain à 17 h, une réunion publique d'information avec le major Valette, à la suite de laquelle nous inviterons les personnes qui souhaitent s'engager dans le dispositif à se manifester. L'idée est de pouvoir disposer d'un maillage cohérent et homogène sur tout le territoire de la commune. Sur cette base, nous établirons alors une liste d'une vingtaine de citoyens référents qui auront pour mission de faire le lien avec leurs voisins concernant les informations transmises par la gendarmerie. S'agissant de préserver la sécurité routière, je souligne que l'ensemble des mesures que nous avons prises depuis le début de mandat ont récemment convaincu la prévention routière de nous attribuer le label « Ville prudente ». Cette reconnaissance vient ainsi consacrer les plateaux traversants aux entrées principales, les radars pédagogiques, les chicanes de ralentissement, la pétonisation ainsi que la généralisation à 30 km/h sur l'ensemble de la commune. La sécurité, c'est aussi la sécurité des manifestations culturelles. Malheureusement, la récente actualité a montré qu'aucune commune n'était à l'abri d'une personne désireuse de commettre une agression massive en projetant par exemple son véhicule dans la foule. Et les façons de faire du mal sont évidemment bien plus nombreuses que celles auxquelles on pourrait penser spontanément. Ces gens-là ont malheureusement une inventivité morbide surprenante. Quoi qu'il en soit, et même si le risque zéro n'existe pas, nous mettons en place chaque fois que possible les mesures de sécurité les plus draconiennes, tant sur les festéjades que sur le Magique Noël ou encore sur la rue en fête. À ce titre, la piétonisation du front de mer avec les systèmes de bornes s'impose également comme un outil de sécurité intéressant pour tous les visiteurs qui mangent notamment sur les terrasses des restaurants ou qui déambulent sur la place des Vergnettes ou le long de l'avenue des Embruns. Préserver, c'est ainsi de notre point de vue à la fois protéger, conforter, sécuriser, garantir. Préserver est un axe, selon nous, nécessaire de toute action municipale. Axe nécessaire certes, mais axe insuffisant s'il n'est pas
accompagné également de l'ambition d'embellir la commune. Embellir, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Embellir, c'est améliorer, c'est développer, moderniser, structurer, modifier ou rectifier parfois. Alors qu'avons-nous fait ces dernières années, et en particulier en 2024, pour embellir la commune? Et qu'allons-nous faire dans les quelques mois qui nous restent avant la fin du mandat au titre de cet axe? Une fois n'est pas coutume, parlons au premier lieu des cabanes de Fleury. Aux cabanes, embellir s'est traduit après la réfection du chemin du Chichoulet et la mise en place d'un feu tricolore au barrage Anticelle par le changement, début 2024, de l'intégralité des éclairages pour les passer du sodium au LED, avec à la clé une économie d'énergie de 80%, ainsi qu'une mise en sécurité d'un site qui n'était pas aux normes et qui aurait pu engendrer des accidents. Cela s'est également traduit par la réfection, il y a quelques mois, de la voirie de la rue Marcelin-Hortala, qui concentre la majorité des habitants à l'année. Cela se traduira en 2025 par la création d'un local associatif et d'une salle communale, la construction d'une capitainerie pour le port, digne de ce nom, et enfin, en suivant, par la remise en état de l'aire de carénage et la construction d'un port à sec en partenariat sur ce dernier point avec un acteur privé. Ces investissements permettront ainsi d'améliorer les infrastructures et de développer l'activité portuaire en apportant une solution à de nombreux petits plaisanciers qui ne disposent pas d'une possibilité d'avoir un anneau dans le port. Qu'avons-nous fait pour embellir Saint-Pierre? À Saint-Pierre, il s'est agi, depuis le début du mandat, de prendre le train de la modernité écologique et de rattraper le retard considérable d'aménagement du cœur de la station. Sous la supervision de votre adjoint aux travaux, Gérard Guillot, il en est ainsi des travaux de voirie, à l'instar du second plateau traversant de l'avenue des Garrigues, par exemple, ou bien encore l'année précédente de la réfection de la rue des Sorbiers, de la rue du Caounil ou de la réfection du parking de la place du Port. Cette année, ce sera le raccordement de l'avenue des Goélands à l'avenue du Canigou. Là. Ah, ce raccordement. Je voudrais ici m'arrêter quelques minutes sur ce projet, vous parler de ce qu'il génère derrière. Et quelle lecture nous pouvons faire de cela en termes de fonctionnement normal de la démocratie, en termes de fonctionnement sociétal plus largement. Comme vous le savez, le projet de raccordement de ces deux avenues, qui est en fait un projet de contournement de Saint-Pierre, aura pour effet d'éviter l'encombrement du centre de la station, et notamment des rues Boussenard, Gravelot, Bellevue ou encore Caounil. À noter également, dans le cadre du risque qu'un tsunami puisse un jour se produire sur nos côtes, que ce raccordement serait le seul moyen à tout un pan de nos citoyens de se mettre rapidement à l'abri en hauteur. Ce dernier point, sans être évidemment l'objectif poursuivi à titre principal, n'en est pas pour autant anecdotique. Ce raccordement est en vérité un projet ancien qui existe depuis la création de l'avenue des Goélands et qui est d'ailleurs inscrit dans le PLU de 2013, PLU qui, au passage, a été approuvé sans contestation et sans expression d'une quelconque opposition durant l'enquête publique à l'époque. Aucune. Cela fait donc légitimement réfléchir sur les réelles intentions des opposants à ce projet. Ce projet a fait l'objet depuis non pas d'une, mais de deux consultations publiques. Une en 2022 qui a approuvé ce raccordement à 65% et l'autre en 2023, celle de 2023 en lien avec le choix entre les trois projets d'aménagement du front de mer. À cette dernière, c'est 55% des votants qui sont exprimés favorables à ce projet. Ce raccordement prévoit, vous savez, la réalisation, juste derrière la déchetterie, d'environ 200 mètres de voirie et pistes cyclables en zone classée UEP au PLU, c'est-à-dire zone dédiée aux équipements d'intérêt collectif. Une association qui réunit essentiellement des habitants de la rue des Goélands s'oppose à ce projet, mettant en avant des enjeux écologiques sur la zone concernée par cette extension. Même si je ne peux que m'étonner de cette attitude subitement écologique de la part des personnes qui n'avaient pas la même attention au moment de construire leur propre maison sur une zone qui, en définitive, à l'époque, n'était autre que la Clappe. Nous ferons évidemment tout pour garantir le respect de l'environnement. J'ai d'ailleurs demandé
en lien avec les services de l'État, que des études environnementales plus approfondies soient menées avant d'envisager de lancer les travaux. Et cela même si le bénéfice écologique global de l'opération, de par la réduction notamment des émissions de gaz carboniques sur l'ensemble de la station, est une évidence. Bien entendu, ces compléments retarderont la réalisation de cette voie de raccordement, et c'est bien évidemment l'effet recherché par l'association contestataire, mais ceci est un détail de l'histoire. En vérité, bâtir pour l'avenir peut en effet s'accommoder de quelques mois d'attente supplémentaire. Mais quand même, quand l'écologie devient un moyen et non une fin, nous devons parler d'écologisme plutôt que d'écologie. Je le crois pour ma part fermement. Mais je ne doute pas que ce sujet de raccordement sera sur le devant de la scène politique dans les mois à venir. Et je voulais simplement vous faire part de mon positionnement et vous inviter également à faire votre propre opinion. En tout état de cause, guidé par la conviction de l'intérêt général et non par une volonté de séduction, fort des votes favorables, soyez assurés en tout cas qu'une fois les garanties environnementales bien calées, les travaux seront bel et bien réalisés. Il n'est en effet pas admissible dans une démocratie qu'une minorité puisse tenir la dragée haute à l'expression de la majorité citoyenne. La dictature de la minorité existe sans doute ailleurs, mais je vous assure qu'elle ne contaminera pas Fleury. Embellir, c'est aussi clap au cœur, bien évidemment. Après l'adoption donc du projet 2, revisité afin de tenir compte du nombre minoritaire mais important de votes pour le projet 1, nous avons diffusé ici même l'an dernier la vidéo de projection du projet global. Mais il restait quelques points à revoir pour être totalement exact et fidèle à ce que cela sera. Comme par exemple le type et le nombre de toilettes publiques ou l'essence des arbres qui seront implantés. Comme vous avez pu le constater, certaines essences ont du mal à s'adapter en front de mer, surtout sur les zones les plus exposées aux embruns. Les architectes paysagistes travaillent depuis 3 ans et expérimentent et ajustent en fonction. Vous avez également pu voir cette année avec le platelage combien la projection informatique faite il y a 2 ans pouvait être fidèle à la réalité. C'est pour cela qu'il est important d'être précis et de vous permettre de vous projeter parfaitement dans l'avenir. Ce projet, je le rappelle, a vocation à se déployer par tranche sur encore 6 à 7 ans, c'est-à-dire en effet sur la durée d'un mandat. Et si nous ne sommes pas allés plus avant encore dans sa réalisation, et si nous ne réaliserons pas de tranche supplémentaire avant mars 2026, c'est précisément pour éviter de renouveler ce que Fleury n'a que trop connu par le passé, c'est-à-dire la démolition par les nouveaux élus des projets en cours de construction des équipes précédentes. Ainsi donc, en n'allant pas plus loin dans ce projet, nous laisserons aux suivants le soin de décider ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire quelque chose, bien entendu. Dans tous les cas, vous disposerez déjà d'une promenade de front de mer qui, à en voir les commentaires sur les réseaux, séduit un maximum de personnes. Alors les commentaires des réseaux sociaux ne sont pas l'alpha et l'oméga, me direz-vous, et vous auriez raison. Précisons quand même que la commune a obtenu cette année encore le premier prix de l'investissement local pour ce platelage. C'est la 2e fois d'ailleurs que nous obtenons cette reconnaissance. La première fois, c'était pour la tranche 1 de réhabilitation de la mairie annexe. Alors, je vais vous faire voyager dans le temps et vous permettre de vous projeter dans l'avenir, un avenir proche. Nous sommes début juillet, il y a le marché, il y a la fête foraine, il y a les petits chalets, il y a le café, il y a nos restaurants, nos terrasses, il y a le soleil. J'ai ainsi le plaisir de vous dévoiler le projet définitif, clap au cœur.
Alors j'ai entendu dire récemment que le front de mer de Narbonne-Plage serait, une fois rénové, le plus beau du littoral audois. Je m'en réjouis, mon cher Bertrand, puisque celui de Saint-Pierre sera quant à lui le plus beau du littoral, non pas audois, mais méditerranéen. Alors bien sûr, au-delà de la taquinerie entre nos deux communes, voisines et amies, que ces projets, naturellement, du front de mer soient beaux à vos yeux, voici quel est l'unique objectif, évidemment. Aucune importance, bien sûr, en vérité, de savoir quel sera le plus beau. Tout cela semble très subjectif. En revanche, ces investissements de modernisation vont faire rayonner ensemble nos deux communes au bénéfice de tous, en faisant de notre cadre de vie exceptionnel un atout majeur, plus fort en faveur du développement économique et touristique de notre territoire. C'est cela, rien que cela, qui nous importe. Et c'est d'ailleurs ce qui nous rapproche avec Bertrand Malquier et d'autres maires qui sont ici. Nous partageons le même amour pour nos villes, la même conception de l'action publique locale, en nous consacrant exclusivement à nos communes, et la même vision pragmatique, Bertrand, optimiste, ambitieuse, que nous assumons et qui explique que des projets d'envergure comme ceux de nos fronts de mer puissent enfin aboutir et voir le jour. Mais bon, le front de mer de la Côte Indigo sera toujours plus beau. En tout cas, au-delà de notre passion et de notre détermination, nous sommes toujours dans la conviction, jamais dans la séduction. Ce sont ces valeurs que nous portons pour le territoire. Et j'ai envie de dire, vive la Côte du Midi, Bertrand, et vive la Côte Indigo. Embellir Saint-Pierre, cela consiste également à redynamiser le secteur touristique en changeant la stratégie de gestion des campings et en développant notamment la gestion locative à la semaine, mais aussi en implantant par exemple un city-stade en 2024 derrière le camping et cette année une aire de crossfit juste à côté. Enfin, embellir, n'en déplaise à nos détracteurs, qui voudraient faire croire qu'il y en a toujours plus pour Saint-Pierre, c'est aussi embellir le village de Fleury. En témoigne, depuis le début du mandat, la liste des voiries que nous avons reprises intégralement ou partiellement, en enrobé ou en bicouche. Rue des Barris, rue de la Vendémiaire,
avenue de Béziers pour le plateau traversant, avenue François Mitterrand pour les plateaux traversants, rue du Dimet, place du Dimet, place de la Garrigue, rue Francis Andrieux, place René Cassin, impasse des Iris, rue des Grillons, rue des Cigales, rue Victor Hugo, chemin de derrière l'Horte, rue du Docteur Féroul, chemin des Hauts-de-Salles, chemin de Marmorière, chemin ô combien utilisé pour se rendre chez nos amis Vinassané et Narbonnais. Et désormais, réaménagement de l'avenue du Stade et de l'avenue de Valmy. Ce chantier est sans doute le chantier le plus important de ces dernières décennies et bien sûr de notre mandat en ce qui concerne le plan voirie. Je regrette évidemment que nous n'ayons pas pu le réaliser avant, mais les études et les marchés publics à mettre en place pour pouvoir effectuer cette opération d'envergure ont nécessité plusieurs années de travail en amont. Alors, en quoi consiste cette opération? Il y a ce qui se passe en dessous de la chaussée et ce qui se passe au-dessus. S'agissant du dessous de la chaussée, l'opération consiste à créer un réseau pluvial sur les 2 avenues, réseau qui n'existait pas alors même que le secteur est exposé aux inondations par ruissellement, notamment au niveau de l'avenue du Stade. Il s'agit également de remplacer les réseaux d'alimentation en eau potable ainsi que les réseaux d'eau usée. L'ensemble de ces travaux se fait sous maîtrise d'ouvrage du Grand Narbonne, qui dispose, comme vous le savez, des compétences eau potable, eau usée et eau pluviale. Ce sont ces travaux qui sont actuellement en cours. Et il y aura ensuite le temps du dessus, c'est-à-dire du réaménagement de la chaussée et des trottoirs. À cet égard, les travaux vont avoir pour but de réduire la largeur de la voie, pour réduire la vitesse des voitures et d'élargir les trottoirs en y introduisant tantôt une piste cyclable, tantôt un espace partagé, large et sécurisé. En attendant que la partie du dessous soit terminée, nous allons entreprendre la réfection de la zone sportive des paddles, en y ajoutant un nouveau terrain, mais aussi en prévoyant pour l'avenir une structure d'une 50aine de mètres carrés destinée à servir de clubhouse pour l'ATP, dont le nombre d'abonnés explose ces dernières années. Je sais que ces travaux génèrent des contraintes, et je vous remercie en tout cas de votre compréhension et de votre patience. Et là encore, puisque les travaux dureront jusqu'en 2026, il est sans doute important pour vous de pouvoir vous projeter et voir pour quel projet on vous enquiquine, et donc à quoi cela ressemblera une fois les travaux achevés. Je vous propose donc de déambuler ensemble dans une petite voiture jaune, non, ce n'est pas celle de la Poste, sur l'avenue du Stade et l'avenue de Valmy, telles qu'elles seront lorsque les travaux seront terminés.
En termes de développement sur le village, on peut encore parler du City Stade, installé voici bientôt 2 ans, qui verra dans les prochains mois se bâtir à ses côtés un pump track, ces circuits fermés, bosselés, destinés aux vélos et trottinettes que nos jeunes adorent. Embellir Fleury, c'est aussi développer le commerce de proximité en cœur de village. Pour ce faire, sous l'égide de Norbert Schmitt, adjoint au commerce, nous avons acquis en début de mandat l'ancienne épicerie Subra sur la place Jean Moulin. Et allons donc la rénover sur la partie commerciale afin de pouvoir y accueillir une boucherie, également d'une grande famille pérignanaise, je parle de la famille Marger, et ce, en fin d'année 2025. Embellir, c'est aussi prendre en compte la problématique du logement. À cet égard, nous avions en 2023 cédé un bien de la commune à Domitia Habitat, qui s'apprête à réaliser 4 logements qualitatifs sur ce bâtiment qui était particulièrement dégradé. Le logement, c'est aussi le logement de nos aînés. Une demande de permis de construire vient d'être déposée en mairie pour la construction en cœur de ville d'une résidence sociale de 42 logements seniors. J'avais évoqué ce sujet l'an dernier, mais la crise qui a affecté le secteur de la construction a considérablement ralenti les aboutissements des dossiers entre-temps. Pour autant, c'est au terme d'un travail de collaboration étroit avec le promoteur Sangali Maratuesh que cette opération va pouvoir aboutir. Embellir, c'est également s'adapter aux nouvelles technologies. Nous avons par exemple fait appel au CIADEN pour développer en 2025 plusieurs bornes de recharge électrique sur l'ensemble de la commune, dont 2 places au niveau de l'avenue de Valmy. Sur Saint-Pierre, c'est 8 places supplémentaires qui seront créées dans l'année. Et bien voilà, on va encore dire, il n'y en a que pour Saint-Pierre. Alors, je le dis en plaisantant, bien sûr, mais au fond, cette critique, aussi déconnectée qu'elle soit de la réalité des investissements, est encore à ce jour dans certaines bouches, au point qu'elle pose une question sérieuse, en vérité, qui est de savoir si le budget communal mérite d'être intégralement et exclusivement réservé au village de Fleury, ou bien s'il est légitime de répartir les dépenses sur les 3 sites sans distinction. C'est en tout cas pour nous une évidence que chaque secteur a droit à progresser, Fleury autant que Saint-Pierre, autant que les Cabanes. Alors oui, c'est vrai, Fleury compte un peu plus de 2800 habitants l'année, c'est-à-dire que c'est la partie de la commune qui concentre le plus d'habitants. Mais alors, si cela justifie que tous les crédits soient mis sur le village, qu'est-ce que cela signifie en termes de citoyenneté pour les 1500 habitants à l'année de Saint-Pierre-la-Mer? Seraient-ils alors à ce moment-là des sous-citoyens? Et que dire de ces 8000 propriétaires de résidences secondaires qui payent leurs taxes foncières et leurs taxes d'habitation? On continue de leur dire merci pour tout et à l'année prochaine? C'est évidemment par sérieux, peut-être tout simplement parce que une bonne partie d'entre eux ne sont pas électeurs. La vérité, c'est que Fleury, Saint-Pierre et les Cabanes, tous, ont droit à évoluer ensemble. La vérité, c'est que le tout pour Fleury est un combat d'arrière-garde, un combat de division, un combat de gens égoïstes qui pensent être assis sur un magot qu'ils ne veulent pas partager. Et dire cela ne veut pas dire, bien au contraire, qu'on n'aimerait pas Fleury. C'est juste dire que les citoyens sont égaux en droit dans notre pays et qu'il était temps que ce principe s'applique ici. J'ai juste envie de vous dire, pourvu que ça dure. Embellir, c'est aussi développer des animations pour favoriser les moments de détente et d'insouciance. Cette année a été à cet égard exceptionnelle avec le passage du Tour de France le 16 juillet, mais aussi les années 80 à la Festéjade, ou encore Virgile sur Fleury et bien d'autres sur l'ensemble de la commune. L'idée, depuis quelques années, est également d'habiller les aides de saison, c'est-à-dire d'installer des rendez-vous incontournables en avant et en fin de saison, qui sont des périodes creuses. Pour cela, nous avons renouvelé, et évidemment, le marathon Côte Indigo, qui, pour la 2e année consécutive, a rencontré un succès considérable, réunissant ainsi plus de 3000 sportifs de tout niveau et est devenu, pour la 2e édition seulement, le plus grand événement sportif de l'Aude. Un événement qui partait d'une simple idée il y a seulement 3 ans, faire rayonner notre territoire avant la saison estivale, rassembler et fédérer autour de belles valeurs que celles
du monde du sport et plus particulièrement de la course. En 3 ans, nous avons réussi à faire du week-end Marathon Côte Indigo un rendez-vous annuel festif, convivial, durant lequel la bienveillance, la solidarité et la convivialité sont au rendez-vous. Il s'agit là d'un événement d'envergure qui demande chaque année plus de 8 mois de préparation, qui mobilise la majorité des équipes municipales et qui nécessite la mobilisation de 150 bénévoles sans qui, il faut le rappeler, ce week-end ne pourrait avoir lieu. Vous l'aurez donc compris, c'est un événement à ne pas manquer et si je ne vous ai pas encore convaincu, peut-être que la vidéo qui suit saura le faire. Je ne sais pas ces jeunes comment ils font pour courir comme ça. Eh bien écoute, moi je pourrais le faire. Le docteur m'a dit que j'avais un excellent cardio, mais avec le vent qui fait chez nous, c'est compliqué de courir. Hein. Mais non, faut pas dire ça. Le marathon Côte Indigo, c'est une expérience de fou à vivre. Tenez, je vais vous donner 3 bonnes raisons de le faire. C'est parti. Premièrement, sa localisation. Vous n'allez pas me dire qu'avec un décor pareil et un paysage comme ça vous donne pas envie de courir. Entre les plages de Saint-Pierre-la-Mer, le port des Cabanes de Fleury et le vieux village de Floridode, on est pas mal. Deuxièmement, la qualité des parcours. Avec 20 mètres de dénivelé sur les petites distances et à peine 30 mètres sur le semi-marathon, on est vraiment sur des parcours propices à la performance. Et enfin, ce que je préfère sur ce marathon Côte Indigo, c'est l'ambiance de dingue qu'il y a tout au long du parcours. Surtout dans le camping municipal. Laisse, on s'en occupe. Rejoignez-nous, on vous attend pour la 3e édition. J'en profite pour remercier les bénévoles qui ont participé au tournage de cette vidéo et à nos parrains et marraines, Johan Durand et Rosa Murcia-Gangloff, qui nous arrivent pour cette dernière tout droit des portes de la Clappe, de la belle commune qu'on ne présente plus, à savoir, vous l'avez naturellement tous compris, de la petite commune de Villassan. Animer les ailes de saison, c'est aussi la foire aux bovins qui est devenue un rendez-vous incontournable en seulement 3 éditions. Ainsi, après avoir expérimenté cette fête des bovins et du bon vin sur Fleury, puis sur Saint-Pierre et enfin sur les Cabanes, il nous est apparu clairement, que ce soit en termes d'environnement et d'ambiance, mais aussi en termes sanitaires pour les animaux, que le site des Cabanes était le plus adapté pour cette manifestation. C'est donc aux Cabanes que se tiendra désormais cette manifestation qui vient soutenir plus que jamais notre monde agricole et en lien direct avec le Salon de l'agriculture du Grand Narbonne, qui fera une grande concurrence au Grand Salon de l'agriculture de Paris et qui se tiendra toujours en novembre prochain et qui a aussi rencontré pour sa première édition en 2024 un succès incroyable avec plus de 20 000 visiteurs. Enfin, embellir, c'est également embellir les finances de la commune. Et ceci, comme on s'y était engagé, sans augmenter les taux communaux d'impôts locaux. Estimant en effet que la pression fiscale dans notre pays a atteint, tout impôt confondu, son seuil de saturation citoyenne, nous avons pris le parti, tant que nous serons aux commandes de la commune, de ne jamais augmenter les taux d'imposition. Nous ne pouvons pas les baisser naturellement, mais nous ne les augmenterons pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, jamais. Souvenez-vous. Souvenez-vous, janvier 2020, nous étions en campagne, d'aucuns prédisaient qu'avec Montagnier, c'était l'assurance que l'état des finances de la commune ne cesserait de se dégrader sous prétexte qu'on ne conduirait pas une mairie comme en pilote une entreprise. Avec Montagnier, c'était soi-disant la garantie que la commune serait rapidement placée sous tutelle budgétaire de l'État à cause de l'évolution de ses finances publiques. Alors, à bientôt 5 ans de mandat, si on faisait un bilan et si on répondait à ces critiques en regardant la réalité des chiffres, en étant tout simplement factuel. Les chiffres, on leur fait de n'importe quoi, c'est faux. Les chiffres sont ce qu'ils sont là certifiés par le Trésor public, et en France tout au moins, ils restituent bel et bien la réalité des situations. Ce à quoi
On peut faire dire n'importe quoi, c'est à l'interprétation des chiffres, mais pas aux chiffres eux-mêmes. Et là maintenant, je ne parle pas d'interpréter des chiffres, je vous parle de comparer des chiffres. Commençons par l'épargne nette, c'est-à-dire ce qu'il est resté chaque année après avoir fonctionné toute l'année pour pouvoir financer les investissements. Le 31 décembre 2020, c'est-à-dire au moment de notre arrivée aux fonctions, l'épargne nette était de 702 000 €. Et les années précédentes affichaient des valeurs identiques, voire moindres, puisque nous étions tombés entre 2010 et 2014 en négatif, et donc en procédure d'alerte au niveau de l'État. Ceci est un fait, pas une interprétation des faits. Depuis que nous sommes aux commandes de la commune, l'épargne nette a dépassé 3 fois le million d'euros, allant quasiment jusqu'à 1 400 000 € en 2023, c'est-à-dire le double de ce qu'elle était en 2020. Ceci est aussi un fait. Elle est, cette année encore, de 1 186 500 €. Prenons maintenant le stock de la dette de la commune. Il était en 2020, après retraitement d'un emprunt de 360 000 € tiré en 2019, qui n'avait pas été comptabilisé, il était de 11 600 000 €. Au 1er janvier 2024, il est de 10 443 000 €, et au 1er janvier 2025, il est équivalent à celui de 2020. Vous pouvez objecter que ce n'est pas le volume qui compte vraiment, mais bien le rapport entre le volume de la dette et le volume budgétaire. Et vous auriez tout à fait raison. Si en comparaison avec des communes littorales, comme Valras, Marseille-en-Plage ou bien d'autres, Fleury a un stock de dette meilleur. En réalité, le volume de la dette de telle ou telle commune ne signifie pas grand-chose si on ne la compare pas au volume de son budget, et plus précisément à ses économies de gestion. Alors, regardons le ratio de désendettement de la commune, c'est-à-dire regardons combien d'années d'économies de gestion il faudrait pour rembourser l'intégralité de la dette de la commune. Il fallait 6 ans et demi d'économies de gestion pour rembourser la dette quand nous avons pris les commandes de la commune. Et ce nombre d'années était même monté jusqu'à plus de 17 ans en 2013. Aujourd'hui, il faudrait seulement 4 ans et demi d'économies pour rembourser l'intégralité de la dette. 4 ans et demi aujourd'hui contre 6 ans et demi en 2020. Vous pourriez dire, facile, il suffit de ne rien faire et les chiffres seront bons. Et vous aurez raison. Alors, regardons les volumes d'investissement que nous avons engagés pour moderniser la commune. Regardons-les. Alors que le volume moyen d'investissement se situait autour de 2 500 000 € depuis 2008, il se situe désormais autour de 3 800 000 €, avec des pointes comme cette année à 4 500 000 €, ce qui n'a jamais été vu à Fleury, jamais. Et je ne vous parle là que des travaux portés par la commune. C'est donc sans compter sur les travaux que réalise le Grand Narbonne sur Fleury, qui sont particulièrement conséquents. Je peux prendre, par exemple, la réfection des réseaux d'eau potable et d'eau usée des rues Victor Hugo et des rues de Venise, dans lequel le Grand Narbonne, via son délégataire Veolia, a injecté plus de 720 000 € en 2024. Sur la création et réfection des roseaux de l'avenue du Stade et de l'avenue de Valmy, c'est plus de 560 000 € qui ont été engagés en 2024, et c'est 2 millions d'euros, 1 987 200 € précisément, qui seront injectés en 2025, soit un total de 2 550 000 € ajoutés aux 4,5 millions d'euros. Voilà, en commençant mes propos tout à l'heure, je vais vous parler de ce travail collectif que nous menions ensemble, de cet intérêt que nous avions tous à travailler ensemble. En voici une belle illustration. Ce travail en commun, cette approche intercommunale, permet aussi de faire des économies d'échelle et de pouvoir négocier avec les prestataires. C'est ainsi, par exemple, que le Grand Narbonne, en renégociant la délégation de services publics de l'eau, a pu obtenir une baisse des tarifs pour Fleury. Ainsi, pour une consommation de 120 mètres cubes d'eau, au lieu de payer 687 € comme c'était le cas en 2024, les Pérignanais paieront 669 € en 2025. À l'heure où l'inflation emporte les prix, obtenir une baisse, même légère, de ces charges nous semble toujours bon à prendre. Quoi qu'il en soit, comment fait-on donc sans augmenter les taux d'imposition de la commune et en faisant 4 500 000 € de travaux en 2024 et 17 millions d'euros de travaux depuis le début du mandat pour améliorer les ratios de gestion de la commune? Alors, Rémi Martinez, adjoint aux finances, pourrait disserter longuement sur le sujet qu'il connaît parfaitement, mais pour résumer, c'est en allant chercher des recettes nouvelles, notamment des droits d'occupation de domaine public, des droits de place, des droits de mutation, ou encore des subventions à des sponsors, et surtout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement, que nous arrivons à de tels résultats. Il n'y a aucun secret, aucun tour de magie, juste de la rigueur, de la gestion et de l'effort collectif. Une commune ne se pilote pas comme une entreprise? Ah bon?
Au cours de ce compte-rendu, j'ai égrené quelques noms de certains élus en charge de tel ou tel dossier, j'aurais pu vous en citer d'autres encore, qui sont aussi à la manœuvre au quotidien et souvent dans l'ombre, comme ce soir, mais qui sont parmi vous, qu'il s'agisse de Lola Jacquet, par exemple, pour les marchés publics et l'état civil, qu'il s'agisse de Laurence Costesec pour les campings, de Christine Charpentier pour la culture, de Dominique Javeny pour le sport et les associations, de Séverine Marcorel pour le tourisme, de Jérôme Carreau pour le développement numérique et d'autres encore. Car en vérité, notre travail est un travail d'équipe qui nécessite du partage et de la concertation afin d'harmoniser nos différents points de vue sur les sujets préalables fondamentaux pour faire émerger systématiquement un projet collectif. Et si nos missions consistent bel et bien à fixer les caps, les directions, les axes, c'est ensuite grâce aux agents de la commune et aux entreprises prestataires que nous arrivons à transformer nos idées en actions et à concrétiser les choses. C'est donc un travail énorme de concertation et de bonne articulation que nous faisons au quotidien. Il faut bien voir que le bateau n'est pas rikiki du tout. Entre les différents pôles des services techniques, on a la propreté urbaine, l'espace vert, les services plages, le service scolaire et périscolaire, la médiathèque, la police municipale, les campings, l'Oustalé, le port, l'animation, la communication, les sports, les placiers, les services administratifs, les ressources humaines, l'urbanisme, les finances, les CAS, l'état civil, le cimetière, l'informatique, l'accueil, le secrétariat général, la mairie annexe. Ce n'est pas moins d'une centaine d'agents qui font fonctionner la mairie et qui constituent les collaborateurs du service public. Sans eux, encore une fois, rien ne se ferait. Je souhaite ici les remercier pour leur engagement au service, non pas des élus, mais au service de la communauté. Préserver et embellir, tout un programme donc qui concerne tous les aspects de la vie. Je suis convaincu qu'en essayant de protéger les acquis et en même temps de répondre à de nouveaux besoins, nous avons déployé cette année encore un programme qui a fait sens et qui petit à petit permet à notre commune de progresser vers la modernité, une modernité tournée vers le bien vivre ensemble, afin qu'aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, le vrai luxe, ce soit toujours et encore d'être ici. C'est en tout cas cette orientation que nous, membres du conseil municipal, avons voulu donner à notre mandat, rejoint par cela par l'opposition constructive. Préserver et embellir, il s'agit effectivement là de verbes phares de notre programme de campagne de 2020, autour duquel nous avions décliné toute une série de promesses, promesses devenues par notre élection notre plan d'action pour ce mandat. À ce jour, je vous invite à relire le programme, nous avons réalisé plus de 80% de ces promesses. Et lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur des projets structurants que nous n'avions pas prévus ou pas définis dans leur pourtour sur notre programme, nous avons alors organisé des consultations publiques avant décision. Ce faisant, on peut bien évidemment ne pas être en phase avec ce programme, et heureusement que dans notre pays, on peut encore ne pas être d'accord avec ce qui se fait, exprimer ce désaccord et vouloir changer les choses. Pour autant, il serait difficile à cela de réfuter le fait que nous avons dit ce que nous ferions et que nous avons fait ce que nous avions dit et ce pourquoi vous nous aviez élus. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, c'était d'ailleurs là la colonne vertébrale de notre engagement. C'est cette orientation que je vous proposerai de poursuivre sur un prochain mandat si vous le souhaitez, puisqu'en effet, je vous réaffirme ma détermination et de facto le fait que je serai bien candidat à ma réélection en 2026. En attendant 2026, chaque chose en son temps, bien vivre, c'est ce que je vous souhaite pour 2025. Bien vivre votre santé, bien vivre votre vie personnelle, bien vivre votre vie familiale, bien vivre votre vie professionnelle. Une pensée, bien entendu, pour ceux qui nous ont quittés cette année, ainsi que pour ceux qui souffrent dans leur chair actuellement et se battent pour remonter la pente. À tous les élus qui m'accompagnent au quotidien se joignent à moi pour vous souhaiter en tout cas que 2025 soit l'année du sourire et de la joie, de l'amitié et de la plénitude, de la santé et de la pétillance. Avant d'entonner ensemble et avec les enfants de la commune notre hymne national, comme nous l'avions fait l'année dernière et comme je vous propose que nous le fassions désormais chaque année en forme de manifestation de notre fierté patriotique, je vous rappelle que la prochaine cérémonie des vœux, qui se déroulera donc janvier 2026, sera quelque peu différente
campagne électorale oblige, mais sera cependant tout aussi conviviale que celle-ci. Et à ce titre, dès après notre hymne, je vous inviterai donc à prendre ensemble le verre de l'amitié. Mais en attendant, je vous propose que nous nous levions pour la Marseillaise. Merci encore infiniment à tous. Je vais vous demander quelques minutes. Les élus, les services techniques vont enlever les chaises du fond, mettre en place les manches debout. Et puis, je vous invite donc à partager un moment de convivialité. Les élus restent à votre disposition. Ils sont dans la salle avec des petits badges. Merci encore infiniment à tous. Vive la France, vive la République, vive la Côte du Midi, vive la Côte Indigo. À très bientôt. Merci à tous.